Bonjour à toutes et à tous, c'est Bergy et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Guide du débutant, remis à jour car l'ancienne commence à dater. Cette vidéo va se concentrer sur la création du personnage et l'explication des rôles typiques d'un MMORPG. Donc, The Elder Scrolls Online, que l'on appelle communément TESO. C'est un MMORPG, c'est-à-dire un jeu massivement multijoueur, se rapprochant plus d'un World of Warcraft, Final Fantasy ou Neverwinter que d'un Oblivion ou d'un Skyrim. J'entends par là niveau gameplay. Alors, multijoueur, mais pour les plus timides et introvertis, je vous rassure, vous pouvez aussi très bien jouer seul dans votre coin. C'est moi-même ce que je fais lorsque je fais une overdose sociale. Je vous précise aussi que je vous fais ce tutoriel en toute humilité, et justement car j'ai moi-même eu beaucoup de mal au début à m'adapter au jeu, confondant TESO et Skyrim. Il y a déjà deux contenus à prendre en compte. Le PvE, joueur contre environnement, et le PvP, joueur contre joueur. Dans TESO, et la plupart des MMO, je vais distinguer 4 profils de joueurs. Les explorateurs, c'est-à-dire ceux qui vont jouer tranquillement, faire de l'exploration, de la récolte de ressources et des quêtes. Les aventuriers, qui sont des explorateurs aimant également faire des donjons, activités se faisant à 4 joueurs, en normal ou en vétéran, sachant que certains donjons vétérans ont un niveau assez relevé, ainsi que les raids normaux ou vétérans simples. Les raiders, qui en général se concentrent sur les raids et les donjons vétérans, et comprennent la sous-catégorie des hardcore raiders, ceux qui cherchent vraiment à atteindre l'excellence par les succès, les titres et les scores. Et enfin, les joueurs PvP, qui vont préférer taper des autres joueurs en Cyrodiil, une zone prévue exprès pour ça, ou faire des duels ou des champs de bataille à 4 ou 8 joueurs. Donc là, je fais une généralité pour simplifier. On peut très bien, par exemple, être profil aventurier, et de temps en temps vouloir aller se défouler en PvP, bien sûr. En général, on commence tous explorateurs, et petit à petit, certains, on glisse vers l'aventurier, et ensuite encore d'autres vers le raider. Donc là, j'en viens à la création du personnage. Donc tout d'abord, petit disclaimer, le meilleur personnage est celui qui nous plaît le plus. L'optimisation du personnage n'a pas vraiment d'impact pour les explorateurs. Là, vous pouvez jouer comme bon vous semble, avec la race, la classe et la compétence que vous souhaitez. Le principal, c'est de prendre plaisir à jouer. Si par la suite vous regrettez votre choix niveau race, vous pourrez le modifier contre des couronnes, donc ça veut dire de l'argent réel. Par contre, pour la classe, vous n'aurez pas d'autre choix que de recréer un nouveau personnage. Nous pouvons par ailleurs créer et posséder plusieurs personnages comme vous le voyez. Il est très commun qu'un DD par exemple ait un DK, un arcaniste, un sorcier, etc. J'en profite pour vous préciser que niveau équipement, cela ne posera pas de soucis, on peut le transférer d'un personnage à l'autre. Second disclaimer, les classes et races utilisées par les raiders peuvent changer suivant les mises à jour du jeu. Mais globalement, ça bouge rarement en ce qui concerne les classes, ainsi que celles-ci selon notre rôle, on va y venir rapidement. Donc, le petit disclaimer fait, ce chapitre est fait pour que votre personnage tienne sur la durée et que vous ne regrettiez pas votre choix. En effet, les équipes Hardcore Raider, voire Raider, ne jouent qu'avec des classes bien précises, selon les méta en cours. L'optimisation est primordiale pour ce profil de joueur. Et également pour les aventuriers, c'est intéressant d'optimiser car comme je le disais, certains donjons vétérans ont un niveau relevé et c'est plus agréable pour vous ainsi que pour vos collègues. Alors il y a une chose à savoir pour tout nouveau joueur de MMORPG, je ne le savais pas moi non plus, TESO étant mon premier et seul MMO, c'est qu'on doit choisir entre 3 rôles. Tank, heal et DD. Je m'explique, ça va être un petit peu technique au niveau des termes, je vais vous mettre un lexique à côté pour une meilleure compréhension. Et je vais faire exprès d'utiliser un langage geek utilisé constamment dans les MMO afin que vous les appreniez, après tout on est sur un tutoriel. Le tank, c'est celui qui va concentrer les dégâts ennemis sur lui, c'est son rôle principal. Par conséquent, il va vraiment se concentrer sur sa survie et non les dégâts. Mais son boulot n'est pas uniquement de se barricader et attendre que les ennemis le tapent. Il doit évidemment garder l'aggro, il doit aussi paquer les ennemis afin de faciliter le travail des autres. Également, le tank s'applique à poser ce qu'on appelle des debuffs sur l'ennemi, c'est-à-dire un malus qui va réduire la résistance, mais également des buffs qui eux vont donner des bonus aux copains.
Le healer, qui signifie tout simplement guérisseur, son rôle à lui est de soigner, évidemment, de rendre les points de vie et de purifier les collègues. Par exemple, enlever un malus, un empoisonnement, etc. Également, tout comme le tank, une part très importante de son rôle est d'apporter des buffs au groupe et des buffs aux ennemis. Il doit aussi veiller de par son équipement et ses compétences à ce que ses collègues aient de bonnes ressources. En général, un heal qui maintient le groupe en vie et en plus confère un apport de ressources à ses coéquipiers est aimé. Le DD, lui, son but est tout simplement de taper le plus fort et le plus rapidement possible. Il doit pour cela optimiser ses attaques entre les dots, les AOE et les dégâts directs. En HL, les DD s'entraînent régulièrement sur des mannequins. Il doit être vif et concentré pour à la fois effectuer sa rotation d'attaque, gérer ses ressources, esquiver et bloquer le cas échéant. Il doit être discipliné aussi en raid HL où les placements et les stratégies sont très importantes. À préciser également, en raid, certains DD, à l'instar du heal, seront stuffés de manière à apporter un bonus aux camarades, mais tout en se concentrant sur les dégâts. Pour vous donner une idée, en donjon, les équipes sont composées de 1 tank, 1 heal et 2 DD. Mais parfois, pour les donjons les plus simples, celles-ci sont de 1 tank et 3 DD, aussi car c'est plus simple de trouver un DD qu'un heal. Je fais une parenthèse, souvent on a tendance à se dire « Bon, on part en donjon normal, ça va être facile, on y va à 4 DD ». À titre personnel, je le déconseille. Sans tank, un des DD, et c'est souvent moi, se retrouve à avoir le boss sur lui et par conséquent, au lieu de faire son boulot, se retrouve à faire des esquives et des blocages dans tous les sens. À ce niveau-là, autant prendre un tank, c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Par ailleurs, certains donjons nécessitent un véritable tank. Donc ceux qui font des donjons aléatoires, qui sont des DD et qui se taguent en tank, sachez qu'à chaque fois je vous insulte. Donc, bref, dans les raids, ces équipes sont composées de 2 tanks, 2 heals et 8 DD, ou plus rarement un seul tank et 9 DD. Donc voilà, la première chose, c'est de se demander si à moyen ou long terme, on souhaite être tank, heal ou DD, afin de ne pas regretter son premier personnage, qui est quand même sentimental, et éviter de devoir en créer d'autres par obligation ou payer pour le modifier. Petit disclaimer encore, toutes les classes peuvent tanker, healer ou faire du DPS. Toutes. Mais certaines sont mieux adaptées que d'autres, surtout si vous souhaitez à moyen ou long terme faire du HL et intégrer une guilde de raid opti. Mais pour ceux qui sont totalement néophytes du jeu et ne le connaissent pas encore, je pense qu'il est intéressant de d'abord vous présenter brièvement et globalement les différentes classes du jeu. Le Chevalier Dragon, qui va principalement utiliser des compétences de l'élément du feu, mais également de la terre et du poison. Le Templier, c'est une sorte de paladin qui utilise le pouvoir de la lumière. Le Sorcier utilisera des pouvoirs dédriques, faisant notamment appel à des familiers et l'élément de l'électricité. Le Lame Noir, lui, est le maître de l'assassinat et de la magie des ombres. Le Gardien, ça rappelle un rôdeur, un druide. Il va utiliser les éléments de la nature et du froid. Le Nécromancien est, vous vous en doutez, assimilé à la mort, ou plutôt les morts vivants. L'Arcaniste, le petit dernier, est une sorte de mage maniant les runes, d'anciens tomes et l'énergie d'un autre plan, Apocrypha. Donc voici ce qui est recommandé actuellement pour le tank. Les races nordiques, impérial, argonien, rouge-garde et orc, dans cet ordre-là. Le nordique aura de bons bonus de santé, résistance au froid, vigueur maximale, gain d'ultime et de la résistance physique et magique. L'impérial apportera de la santé et de la vigueur max, ainsi que du sustain par sa réduction du coût des compétences. L'argonien aura un meilleur auto-heal, donc auto-soin, de la santé maximale, résistance aux maladies et poisons, magie et vigueur max, et un bon sustain mais dépendant des potions. Le rouge-garde aura du sustain assez élevé en vigueur notamment, et de la vigueur max. Et pour finir, l'orc aura de la vigueur et santé max, et un bonus de sustain santé. Niveau classe, 2 sortent du lot. Le Chevalier Dragon, on appelle aussi le DK, et le Nécromancien. Ces 2 classes sont excellentes, à la fois en donjon et en raid. Le DK a une excellente résistance et survie, une bonne récupération de ressources, possède un ultime qui le rend provisoirement quasi immortel, a cette faculté très agréable de regagner des ressources en enverrant de ses ultimes,
et buff les copains grâce à ses compétences, notamment le géant de pierre et l'arminier, sous réserve qu'un autre DK ne les utilise pas déjà. Il est souvent utilisé dans les raids comme main tank, c'est-à-dire celui qui va s'occuper du boss. Ça, c'est le main tank. C'est la classe parfaite pour débuter. Sa prise en main, elle est assez simple, et surtout son auto-heal est vraiment rapide et efficace. Il est toujours joué en endgame, il est autonome et complet, et possède de bons boucliers, enfin un bon bouclier, buffant aussi les copains. Ses passifs sont parfaits pour le tanking, donnant au DK une forte résistance naturelle et une amélioration des soins reçus. Le nécromancien a également une très bonne résistance et survie, a un bon auto-heal avec le cimetière dont il peut activer sa propre synergie ainsi que sa faux affamée, et a une excellente génération d'ultime avec le passif consommation de cadavres. Il a une excellente résistance aux dégâts sur la durée de par ses passifs. Niveau sustain, je le trouve un poil en dessous du DK, et il reste assez dépendant de son gardien spirituel et des morts des ennemis. Mais attention, il est pas mauvais pour autant, hein, loin de là même. Lors des gros packs d'ennemis, il peut les siphonner grâce à sa compétence enveloppe mortelle, et là son sustain devient monstrueux. Gros avantage, il a 2 super ultimes. L'un, le colosse, infligeant le malus vulnérabilité majeure aux ennemis, en plus de dégâts. Ultime que du coup il peut envoyer régulièrement. Et un autre permettant de ramener à la vie 3 copains. Il est très utile pour s'occuper de plusieurs ennemis à la fois, notamment avec son armure attrayante. Ainsi, il est souvent utilisé en raid en off-tank, c'est-à-dire celui qui va plutôt s'occuper des ennemis autres que le boss. Je mets le DK en premier, mais très légèrement, vraiment très légèrement. Ça se joue à pas grand chose, c'est juste rapport à son auto-heal qui est très efficace. Et comme je l'ai indiqué, les deux sont complémentaires. Il y en a un qui fait main et l'autre qui fait off. Niveau association race-classe, j'aurais tendance à mettre le DK en nordique pour sa génération d'ultime, le DK étant inférieur au nécromancien dans ce domaine, et le nécromancien également nordique en fait, hein. Mais un impérial sera également très bien, mettant à l'aise au niveau du sustain vigueur et moins dépendant de la consommation de cadavres. Cependant, le nécro a souvent des cadavres à consommer, il faut dire. Il y a également 3 autres classes qui sont intéressantes pour le tanking. Les voici et je précise que les 3 sont très bien et que ce n'est pas un classement. J'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Alors l'arcaniste, il a un apport de bonus-malus non négligeable et même très intéressant pour un groupe. Il a également une bonne résistance et survie, très bon sustain et génération d'ultime. En revanche, je le trouve un peu plus complexe à jouer, un peu moins abordable pour un débutant. Il n'empêche que ça reste une bonne classe pour tanker une fois qu'on a bien saisi et pris l'habitude du système des interprétations, qui n'est pas non plus ultra compliqué. En vérité, je le trouve également très intéressant. C'est juste que là, pour un joueur débutant, je le trouve un peu moins facile. Je conseille plutôt de se faire d'abord la main sur une des 2 autres classes avant d'essayer l'arcaniste. Également, dans les groupes de raids optimisés, on voit de plus en plus un healer arcaniste qui donne des bonus. Je parle surtout des bonus, pas des malus. Et ce qui rend le tank arcaniste moins intéressant. Ces bonus ne se cumulant pas, et c'est pourquoi il ne fait pas partie des 2 premiers. Cependant, gros avantage aussi, l'arcaniste il possède de gros boucliers et armures, le rendant très costaud. Le gardien, que l'on surnomme également Warden, est un bon tank. Il a accès à une bonne quantité de buffs et il est bon dans tous les rôles de soutien. C'est un bon choix en donjon, notamment sans heal. Il a un bon auto-soin ainsi que heal de groupe, utile pour maintenir les copains en vie quand il n'y a pas de healer. Il est assez simple et plaisant à prendre en main. La compétence passive maturation, que je conseille aux tanks de jouer avec l'ardeur retentissante, confère une robustesse mineure, augmentant lors d'un soin la santé du groupe de 10%. Il a une santé élevée, est plutôt bien tanky, a un bouclier efficace contre les projectiles et générant des ultimes. Il peut également tanker en double bâton de glace, augmentant les dégâts des DPS. En effet, les dégâts de glace ont une chance de faire proc l'effet glacé, appliquant friabilité mineure, augmentant les dégâts critiques reçus de 10%, ainsi que mutilation mineure, réduisant les dégâts infligés par la cible de 5%. C'est pour cela que tous les tanks jouent avec un bâton de glace dans une barre, et le gardien, lui, peut le jouer sur les 2 barres. Donc grâce à sa compétence Netch, il est insensible aux dots, car il se purge automatiquement toutes les 5 secondes, en plus de récupérer de la magie ou de la vigueur selon votre choix. Et également, sa cape de givre confère au groupe résolution majeure, augmentant la résistance. En revanche, tout comme l'arcaniste, on trouve régulièrement, pour pas dire toujours,
un gardien en heal qui pose les buffs, rendant le tank gardien moins intéressant dans l'optimisation d'un groupe de 12 joueurs. Je reprécise cependant que en donjon ou arène, avec 3 DD ou 2 DD, un heal autre que gardien, le tank gardien est un excellent choix, peut-être même le meilleur. C'est un excellent tank, mais il est éclipsé par le heal gardien dans les raids. Le sorcier est également un très bon main tank et peut remplacer aisément le DK. Niveau avantage, il possède un système de ressources correct ainsi que de la résistance. Son égide est pratique, servant de compétence passive, et son bouclier est très solide. En raid, le sorcier fait un bon main tank. En plus de sa solidité, son gros avantage est son ultime Atronach de foudre, conférant au groupe Berserk majeur, augmentant les dégâts du groupe de 10% en plus de faire des dégâts, utilisé en rotation avec celui du sorcier DD du groupe, donnant régulièrement ce Berserk majeur. Également, il pose sa foudre liquide, non jouée par le sorcier DPS en général, dont les alliés peuvent activer la synergie infligeant des dégâts de foudre, ayant une chance de faire proc l'effet foudroyer et appliquant le debuff vulnérabilité mineure, augmentant les dégâts reçus par la cible de 8%, en plus de 15% de dégâts supplémentaires sur les cibles récemment foudroyées, ce qui en fait un très bon buff de groupe. Néanmoins, hors raid, je le trouve plus compliqué à jouer, car son auto-heal n'est pas pratique. Il est dépendant de son familier, qui lui peut être tué, et va prendre un temps d'incantation, en plus de prendre de la place dans les barres de compétences, et être une gêne visuelle. Maintenant, on passe aux healers. Les races sont haut elfe, elfe noir et breton. A vous préciser que la puissance de vos soins est influée par votre magie ou vigueur maximale, ce qui influe fortement le choix de la race. Également, tout comme pour les DD que l'on verra après, il y a aussi un système de critique pour les soins. Et ces soins sont également basés sur les dégâts magiques ou physiques selon le plus haut. Le haut elfe apportera de la régène magie ou vigueur, de la magie max et des dégâts, donc puissance des soins. L'elfe noir, la magie et vigueur max, résistance au feu et dégâts, donc des soins. Le breton sera bien adapté aux débutants, car il aura de la régène magie, une réduction du coût des compétences de 7% et de la magie max, permettant de pratiquer de bons soins, tout en ayant un bon réservoir de magie permettant de ne pas tomber à court. Les classes, là ça se complique, 4 classes sortent du lot, que cette fois j'ai classé. Le gardien, couramment appelé Warden, est en général considéré comme la meilleure classe de heal du jeu. Il est à la fois très accessible pour les débutants, agréable à jouer et excellent dans son rôle de guérisseur. Il y a toujours un heal gardien dans les groupes de raid. La particularité du gardien est qu'il possède un large éventail de capacités de soins et de buffs, ce qui améliore considérablement les performances et la survie d'un groupe. Il a également une bonne génération d'ultimes qui lui permet d'utiliser efficacement des sets comme celui du pillard, donnant un bon buff au groupe ainsi qu'un bon sustain de ressources. Ses compétences et passifs sont très intéressants. Par exemple, la croissance accélérée, qui donne guérison majeure pour chaque allié soigné qui avait moins de 40%. Sa cape de givre donnera résolution majeure, de la résistance à tout le monde. La compétence de mouche pose le debuff vulnérabilité majeure. Il peut poser la brèche majeure en utilisant sa fissure profonde, qui en plus fait de bons dégâts, et la capacité de guérison de zone graine bourgeonnante, qui offre une synergie de soins unique. La compétence passive maturation confère endurance mineure, augmentant les points de vie maximum de 10%, en synergie avec l'autel pour des avantages durables grâce au vol de vie mineur. De plus, son ultime fourré curatif est un outil très bon marché pour sauver des groupes en cas d'urgence dans les donjons, même si en général le heal utilise le corps ou la barrière de guerre. L'arcaniste arrive en deuxième position, car bien que ses soins soient inférieurs à ceux du Warden et du Templier, il excelle dans les boucliers et les buffs de groupe, permettant comme dit précédemment de jouer avec un DK et un nécro comme tank pour une bonne optimisation. Il a une excellente régène de magie et de vigueur, peut-être même la meilleure du jeu d'ailleurs, permettant de ne jamais tomber à court. De même pour sa génération d'ultime.
Son passif Destin évité augmente la survie du groupe lors d'attaques de zone avec l'effet évitement mineur. Sa surtension curatrice est très puissante, bien que pas toujours évidente à utiliser. L'arcaniste excelle vraiment dans les buffs avec les compétences Chakram démarré qui contribue au bouclier et aux soins. Le domaine reconstructeur est une compétence incroyable qui confère à ceux se tenant dans la zone, en plus de soins, courage mineur, résolution mineure, intellect mineur et endurance mineure, permettant au tank de remplacer le set de Yonalkrin. Il peut poser le debuff vulnérabilité mineure et friabilité mineure avec sa rune de bassin incolore, pendant 20 secondes quand même. Son ultime, le glyphique démarré, est assez atypique mais intéressant, donnant des bonus au groupe de dégâts, des soins et la protection majeure. Actuellement, il y a souvent un arcaniste heal qui vient compléter le gardien dans les groupes de raid. Le lame noir. Je l'avoue, c'est une surprise pour moi. Je ne l'avais initialement même pas mis dans le classement, mais en étudiant pour cette vidéo, je me suis senti obligé d'en parler. A ma grande surprise, je l'ai régulièrement vu apparaître dans les logs. De plus, entre temps, je me suis remis à raider, et avec un heal NB qui fait plus que bien son job. Et en effet, le NB est un bon choix de healer, bien qu'un peu plus difficile à jouer. Il donne la sauvagerie mineure, mais cela peut faire doublon en cas de présence d'un sorcier DD dans le groupe. Il se concentre notamment sur la guérison en rafale, notamment avec l'offrande saine. Assez particulier car on soigne les copains en perdant notre propre santé. La captation de vie est également efficace car elle permet de soigner tout en infligeant des dégâts aux adversaires. L'hystérie collective et l'extraction de puissance peuvent être des compétences intéressantes pour réduire les dégâts des ennemis, avec la couardise mineure et majeure. L'extraction donne également brutalité et sorcellerie majeure, si ces deux bonus ne sont pas déjà donnés. Le sentier rafraîchissant est aussi l'une de ses forces. Il donne des soins au groupe ainsi qu'une augmentation significative de la vitesse de déplacement. Cela peut être très utile dans des situations nécessitant des mouvements fréquents. L'ultime siphon d'âme est très puissant pour le NB healer, donnant vitalité majeure et une augmentation des soins reçus. Mais je n'ai pas encore évoqué le principal avantage du lame noir healer, la raison pour laquelle on le retrouve dans plusieurs compositions de raid, qui est son excellente génération des points d'ultime, de par ses passifs catalystes et transferts. Il peut également utiliser le mythique Perle d'Elphonet, j'ai du mal à prononcer celui-là, donc il peut facilement l'utiliser, qui fonctionnera parfaitement avec le set du pillard, permettant une utilisation des ultimes quasiment en rafale. En conclusion, je suis très content d'avoir étudié le NB healer que je trouve finalement très intéressant et que je qualifierais de healer agressif et que je classe même sur le podium au détriment du Templier. C'est la classe initiale de healer depuis la création du jeu. Il a été un peu mis de côté et déclassé par le gardien et l'arcaniste qui sont arrivés après, mais ça reste une très bonne classe de heal. D'ailleurs, en capacité de soins purs, je mets le Templier en numéro 1. Comme je le disais, il est parfois un peu boudé par certains groupes, mais reste quand même globalement joué pour ses capacités de burst de soins et de synergie. C'est une classe agréable à jouer et facile à prendre en main, même si je l'ai classé 4ème, c'est celle que je conseille pour débuter. Il a un bon sustain de par son passif rétablissement de l'esprit, ainsi que génération d'ultime. Le souffle de vie est une compétence permettant de soigner en rafale sans ciblage précis. Son rituel est très puissant, permettant de purifier instantanément jusqu'à 5 effets en plus de soigner. De plus, lorsque le Templier reste dans une de ses zones de soins comme le rituel, il gagne guérison majeure grâce à son passif Sol consacré. Sa compétence Aura radieuse offre un bon et long buff au groupe, avec endurance mineure, résilience mineure et intellect mineur, conférant une bonne récupération de magie, santé et vigueur, faisant en général plaisir aux DD. Par ailleurs, le Templier peut aussi envoyer une lance, dont les DD et tanks peuvent activer une synergie afin de récupérer des ressources. Aussi, le rituel et les éclats lumineux permettent au set Rugissement d'Alcoche, en général porté par un DD et DK support, d'atteindre son plein potentiel. En résumé, le Templier est la meilleure classe pour purger les effets néfastes, a un potentiel de soins énorme, mais possède moins de buffs debuffs que les classes précédentes. Les DD. Concernant les DD, vous pouvez jouer toutes les classes, que ce soit en exploration, en donjon ou en raid. Toutes font des dégâts. J'ai déjà présenté les différentes classes précédemment. Ainsi, si vous ne souhaitez pas faire de contenu HL, jouez la classe qui vous attire le plus. L'information très importante à savoir, c'est que les DD sont aujourd'hui hybrides.
Ils vont utiliser à la fois la magie et la vigueur. Nos dégâts sont, en partie, calculés sur la base de notre magie ou vigueur max, celle la plus haute. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer une compétence de magie en ayant 64 points en vigueur. Ces dégâts seront calculés selon votre vigueur maximale. Point important à préciser, tous les DD jouent avec la pierre de Mundus, le voleur. Également, petite parenthèse, j'en profite pour vous dire quelque chose de très important. Faites toujours une attaque légère entre chaque compétence. C'est très important. Cela fait vraiment beaucoup plus de DPS et active les enchantements de vos armes. Faut bien que quelqu'un vous le dise. Bref, on continue de différencier magie, mag et vigueur, stam, mais la différence est bien moindre qu'avant. Tous les DD jouent avec une barre de dague pour la critique, caractéristique très importante, si ce n'est la principale, pour un DD PvE. Et la seconde barre avec une arme à deux mains ou un bâton de destruction. Moi je préfère largement le bâton. Du coup, vu que ça se joue pareil, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qui va indiquer que vous êtes mag ou stam? C'est très simple, c'est votre compétence spammable. Le but d'un DD est de se buffer, placer ses dots, les AOE, qui sont en général la quasi-intégralité de ses compétences. Et lorsque toutes ces dots sont actives, on envoie une compétence spammable. Si cette compétence consomme de la vigueur, vous êtes stam. Si elle consomme de la magie, vous êtes mag. Exemple, stam dégâts, mag dégâts. Je vais commencer par vous indiquer quelles sont les classes DPS jouées en raid actuellement, et généralement selon les choix des raid leads bien sûr. Dans la majorité des cas, le groupe sera composé d'un DK, un sorcier, et parfois un nécromancien, qui auront tous les trois des sets de soutien, et le reste full arcaniste, tous en vigueur. C'est juste pour vous donner une indication de ce qui se joue actuellement. Ça peut évidemment changer à l'avenir. Et je le redis, cela dépend des guildes, certaines plus humbles n'imposent pas de classe précise à leurs raiders. Maintenant, tout comme les deux rôles précédents, je vais vous faire un classement des meilleures classes pour DD. Les facteurs pris en compte sont le DPS possible évidemment, mais aussi la capacité à faire des dégâts multi-cibles, les buffs, debuffs apportés, le sustain ressources, et la facilité de prise en main ainsi que la survie. Je précise que c'est un classement plus orienté jeu PvE en groupe que solo. Également, je vais généraliser. Je ne vais pas différencier les versions mag et stam. La vidéo est déjà suffisamment complexe et longue. De plus, tous les DD jouent stam, vigueur, mis à part le chevalier dragon qu'on retrouve toujours à la fois en version magie et vigueur, et plus rarement le gardien en magie. Pour une meilleure compréhension, je vais utiliser le système de la tier list. L'arcaniste, notamment dans sa version en vigueur. Dernière classe ajoutée, celle-ci est beaucoup jouée dans les instances, et à raison. Elle a des compétences AOE dévastatrices, comme le fléau du céphaliaque, le sculpte destin, et surtout sa rune fulminante qui fournit un puissant dot AOE, ainsi qu'une synergie explosive que plusieurs membres du groupe peuvent activer. Son sustain est tout simplement le meilleur du jeu. Son gameplay est plutôt simple mais plaisant, et son potentiel de DPS très élevé. Il est assez polyvalent, dans le sens où il peut jouer en DPS distant avec plus de facilité et moins de perte de DPS que toutes les autres classes, qui elles sont au corps à corps. Niveau avantage, buff, le DD Stam Arca est constamment sous brutalité majeure et sorcellerie majeure, grâce à son érudition inspirée. Il immobilise et ralentit ses ennemis grâce à son fléau du céphaliaque et le sculpte destin, qui au passage est certainement la meilleure compétence spammable du jeu, une sorte de Kamehameha. Également, un arcaniste peut, en plus de DPS, avoir un rôle de soutien au sein d'un groupe raid. Il a la possibilité de mettre le domaine reconstructeur, apportant courage mineur, intellect mineur, résilience mineure et endurance mineure, en plus d'un soin constant. Et depuis la mise à jour 44, celui-ci, en plus d'un autre, peut mettre la bannière, une compétence d'écriture augmentant le dégât du groupe de 6%, en plus de nous donner sauvagerie et prophétie majeure, mais au détriment de notre régène santé, magie et vigueur, nous obligeant à jouer en nourriture régène vigueur, sacrifiant un petit peu de santé. Je vous dis ça car c'est justement mon rôle actuellement dans mon groupe de raid. Cet arcaniste soutient, et ça marche très bien. Donc, petite particularité, l'arcaniste utilise presque uniquement des compétences de classe, dont sont spammables, contrairement à la majorité des autres classes qui utilisent plus de compétences d'armes. Ses passifs DPS sont ridiculement monstrueux, vraiment, augmentant de beaucoup ses dégâts directs de magie, physique
critique, d'effet et la pénétration. Voilà, rien que ça. La seule petite difficulté, entre guillemets, de cette classe est de bien comprendre le système des interprétations, et qui n'est pas très compliqué non plus, et de bien calquer la minuterie des dots sur le spammable. Le Chevalier Dragon. La particularité de cette classe est qu'elle est toujours jouée à la fois dans sa version vigueur et magie, à l'inverse des autres classes qui se concentrent sur l'un ou l'autre, en général la vigueur pour les DD actuellement. La version que l'on retrouve le plus est la version Zen-Kosh, jouée avec un set de soutien Zen et Alkosh. Son avantage majeur est sa compétence géant de pierre, étourdissant les ennemis ainsi que les flammes dévorantes, augmentant les dégâts de feu infligés, sachant que tous les DD jouent avec un glyphe de feu. Ses serres sont également très appréciés, infligeant de bons dégâts, immobilisant les ennemis et réputé pour sa synergie que peuvent activer les copains. Le DK est une excellente classe, tant en solo qu'en groupe. Il inflige de bons dégâts de clivage, bien qu'un peu moins que l'arcaniste, et nécessite plus de rotation. C'est une classe essentiellement basée sur les dots, aux dégâts assez linéaires sur la durée, mais qui peut manquer de burst. Son passif Bénédiction de la montagne confère brutalité mineure au groupe, augmentant les dégâts physiques de 10%, et sa compétence arme en fusion, quand elle n'est pas déjà équipée par un tank, confère brutalité et sorcellerie majeure au groupe, si ce dernier n'en bénéficie pas déjà, compétence inutile en revanche au sein d'un groupe d'arcanistes. Le sustain du DK est louable, mais avec un gameplay assez particulier. En effet, de par son passif Rugissement de la bataille, le sustain du DK est assez dépendant de son ultime. Son ultime étendard de puissance est par ailleurs l'un des meilleurs du jeu, infligeant des dégâts aux ennemis, augmentant les dégâts du groupe et diminuant ceux reçus de 15%. Tout comme l'arcaniste, et plus encore, le DK utilisera peu de compétences autres que celles de sa classe. Le DK reste une classe appréciée, mais ceux maîtrisant bien la minuterie des dots auront toujours une place au sein d'un groupe. Le sorcier. C'est la classe idéale pour débuter. Il est facile à jouer, il a un bon sustain et une bonne capacité de survie, notamment grâce à son bouclier très puissant. Bien que certains préfèrent s'en passer, il a la possibilité d'utiliser des familiers, facilitant grandement sa rotation. Son principal défaut est qu'il se concentre principalement sur les dégâts mono-cibles, pour cela que la version magie n'est plus jouée en HL. Mais la version vigueur peut utiliser des compétences d'armes pour compenser cela. Son ultime Atronak est très réputé, conférant Berserk majeur au groupe, pour cela que chaque équipe HL garde un sorcier vigueur en son sein, avec un set de support. Outre son ultime, l'avantage majeur du sorcier est qu'il confère prophétie mineure au groupe grâce à son passif Exploitation, augmentant les dégâts critiques. La panoplie du sorcier comprend de puissantes compétences de dégâts telles que le fragment de cristal, l'invocation de famille explosif, la proie d'Edric et de bonnes compétences de survie. Son bouclier qui est intéressant dans les deux évolutions, l'un étant très solide bien que court, l'autre plus long, soignant et conférant intellect mineur et endurance mineure au groupe. Il a également la matriarche pour l'auto-soin, mais qui a le désavantage de prendre deux places dans les barres, comme le familier explosif, et qui bien sûr peut mourir, nécessitant un temps de réincantation avant de le faire réapparaître. Et la surtension, donnant brutalité et sorcellerie majeure, en plus de donner du soin lors de chaque coup critique donné. A mon sens, cette dernière compétence est l'une des meilleures du jeu. En raid, le sorcier est régulièrement joué avec le set de la connaissance martiale, améliorant le DPS du groupe. En résumé, le sorcier est une classe assez simple et confortable à jouer, avec une bonne possibilité de survie, mais ayant moins de compétences de cleave que les deux autres précédentes. Le Templier. Bien que se faisant rare dans les contenus HL, le Templier reste apprécié notamment dans sa version Vigueur. On le retrouve aussi beaucoup en solo. C'est une classe plutôt simple à jouer, au potentiel de DPS intéressant. Sa lance ardente inflige des dégâts de zone, et plus intéressant une synergie pouvant être activée, rendant des ressources et aidant au proc du set Alkosh. Son rituel punitif donne une synergie permettant de se purifier des effets néfastes, en plus de blesser les ennemis. Il est néanmoins important de préciser que ses compétences feront doublon en cas de présence d'un healer templier dans le groupe. Dans sa version stable, la plus jouée, sa compétence pouvoir de la lumière est très intéressante, faisant de bons dégâts de zone. Et petit bonus, de par son passif Illumination, il donnera sorcellerie mineure au groupe. De même, son spammable Estoc est agréable à jouer et fait de bons dégâts de cleave. De plus, sa compétence Gloire radieuse est une compétence finish monstrueuse, donnant d'énormes dégâts aux adversaires à faible santé en plus de rendre magie
et vigueur. Tout simplement la meilleure compétence de finish du jeu. En revanche, je trouve qu'il peut parfois manquer de sustain, notamment dans sa version vigueur. Le Templier reste une classe populaire pour sa simplicité, son potentiel de dégâts et sa résistance. Le Nécromancien. Autrefois très utilisé et recherché, il a malheureusement subi plusieurs patchs le rendant moins attrayant. Actuellement, les nécromanciens jouent principalement un rôle de soutien dans les groupes, se concentrant sur l'amélioration des dégâts des autres membres du groupe, bien qu'ils infligent eux-mêmes des dégâts importants. Ils fonctionnent très bien en synergie avec des ensembles comme la Spalière de Ruine, Nazaret, Machine de Guerre, Connaissance Martiale ou le Catalyseur élémentaire qui est souvent porté par un nécro. Donc apporter une combinaison de ceux-ci garantira une place, mais une seule, dans n'importe quelle composition de groupe et améliorera considérablement le DPS du groupe. Tout comme pour le tank, son ultime reste recherché pour une bonne amélioration du DPS. Son colosse, utilisé en rotation avec celui du tank, inflige le malus vulnérabilité majeure aux ennemis en plus de dégâts. C'est le principal avantage actuel du nécro et la raison pour laquelle il y en a toujours un dans les groupes de raid. Le nécromancien a également des compétences utiles, telles que la synergie du pilleur de tombe avec leur cimetière, utile pour le set d'Alcoche. La difficulté principale du nécromancien est sa rotation complexe de dot, en particulier avec des compétences comme l'explosion du pestiféré, qui nécessite d'être lancée toutes les 3 secondes, et de lancer 6 fonds détonnants en tant que semi-spammable, lorsqu'aucun dot n'a besoin d'être rafraîchi. Dans les dernières mises à jour, les nécromanciens ont reçu des ajustements en faveur d'un nouveau style de jeu centré sur des compétences comme crâne de flamme. Et je pense que prochainement, il sera de nouveau up, dépassant même peut-être le Templier. Le Lame Noire. Bien qu'il ait connu son heure de gloire il y a des années, aujourd'hui le Lame Noire est délaissé dans les groupes HL PvE. À préciser cependant qu'on en retrouve beaucoup en PvP. Là, il fait partie des classes les plus populaires. Revenons au PvE. En effet, ces dégâts sont majoritairement mono-cibles et inférieurs aux sorciers et aux templiers. Niveau point fort, le Lame Noire a une excellente génération de points d'ultime, permettant d'envoyer régulièrement sa moisson d'âme qui en plus coûte très peu. Sa compétence de finish, la lame de tueur, est l'une des meilleures du jeu, faisant des gros dégâts aux cibles à faible santé. Ses passifs améliorent ses chances et ses dégâts de critique, qui est très important pour un DD, ainsi que sa pénétration. Cependant, il ne possède pas d'auto-heal efficace, devant utiliser l'ardeur. Ceci dit, tout comme l'arcaniste, et l'ardeur donne également de la résistance, donc c'est pas trop mauvais non plus. Bon, mais surtout, il n'a pas de compétence de zone vraiment efficace. Il peut mettre le sentier rafraîchissant pour un soin continu, mais au détriment du sentier tortueux et de son DPS. Également, à mon sens, le Lame Noire possède la rotation de compétences la plus difficile, en faisant une classe peu abordable pour les débutants, au même titre que les vétérans. Et j'en fais partie, j'ai toujours eu du mal avec le cycle du NB. De plus, son sustain est correct sans être bon. Il peut manquer parfois de vigueur dans des moments critiques. Le Gardien. Je suis désolé de le classer si bas car c'est une classe que j'apprécie et qui me tient à cœur car je l'ai joué dans sa version vigueur avec Beberguinguette, mais il faut bien un dernier et que je sois objectif. Le Gardien des dés va principalement être magie et utiliser des bâtons de glace, contrairement aux autres DD, en raison de ses passifs présence glaciale et froid perçant. Cela se traduit par moins de chances de critique et de la difficulté pour les AOE. Il n'a pas un bon sustain, ce qui implique de devoir envoyer quelques attaques lourdes et casser sa rotation, ainsi que de jouer en nourriture régène, sacrifiant de la santé et par conséquent de la survie. Comme je l'ai indiqué pour le tank, le Gardien confère un bon ensemble buff-debuff, le plus grand de toutes les classes, mais rendu caduque car en raid il a constamment un Gardien heal, et on retrouve souvent un tank Gardien dans les arènes, HL telles que la prison de la Rose Noire vétéran. En revanche, il est intéressant dans les donjons lorsque les rôles heal et tank ne sont pas des gardiens, ainsi que dans les archives infinies en duo. Il a aussi un bon potentiel de DPS sur un mannequin en mono-cible. En résumé, le Gardien est un très bon DD support, mais dont le support en question est généralement déjà couvert par un tank ou un heal, rendant le DD Gardien peu intéressant pour du contenu HL, je le précise. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais évoquer un point qui peut sembler secondaire pour tout nouveau joueur, mais en réalité très important, la nourriture ou boisson. Ne négligez pas cela, elle vous apporte des bonus vraiment utiles dont il est dommage de se passer. Je vous conseille particulièrement 2 bouffes. Le breuvage de la mer sorcière, pour ceux qui vont jouer magie, de même que les heals,
Il apportera santé max, magie max et régène magie. Et le trône Camoran, qui a le même effet que le breuvage, mais apporte cette fois de la vigueur. C'est vraiment ce que je vous conseille en général pour l'exploration, les quêtes et les donjons, même vétérans. En revanche, en raid, on va privilégier les bouffes santé max et vigueur ou magie max, afin d'augmenter notre DPS et notre survie. Et si les heals sont bons, normalement vous ne manquerez pas de vigueur magie. Sauf pour les porteurs de bannières qui eux peuvent rester en trône Camoran. Voilà, maintenant pour terminer, je vais rapidement vous montrer comment paramétrer les options afin de démarrer le jeu sur des bases saines. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Bon jeu à tous.